Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment créer son propre QSharp Notebook en ligne et avec absolument aucune installation. Donc on va démarrer de cette page-là. Si vous ne savez pas comment aller sur cette page, je vous conseille de retourner voir la vidéo précédente ou alors en tapant Quantum Development Kit dans un moteur de recherche et en cliquant sur Binder, vous devriez tomber dessus. Une fois qu'on est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet File, Nouveau Notebook, et on va cliquer sur QSharp. Et ça va nous lancer un nouveau Notebook QSharp entièrement vierge, que voilà ici. Et ce qu'on va faire, c'est que dans cette cellule, on va créer notre première opération QSharp. Alors, cette opération QSharp, on va l'appeler Create Entangled Pair, parce que c'est exactement ce qu'elle va faire. Elle va prendre une paire de qubits et elle va la mettre dans un état intriqué, donc entangled en anglais. Et alors cette opération, elle prend aucun argument en entrée, c'est pour ça que j'ai rien mis à l'intérieur des parenthèses, et elle va renvoyer rien du tout. Elle ne va rien renvoyer du tout, et donc c'est pour ça que je mets le type unit comme type de sortie. C'est l'équivalent de void dans d'autres langages de programmation. En QSharp, on dit unit pour dire qu'une opération ne renvoie rien. Alors, je vous ai dit qu'elle allait créer une paire de qubits intriqués, entangled, tiens j'ai oublié le N, et donc pour ça on va avoir besoin de déclarer cette paire de qubits. Donc on va déclarer un array, et on a besoin de 2 qubits, donc je mets un 2 ici entre les crochets. Et alors pour que ce soit un petit peu plus simple à manipuler, on va donner un nom à ces 2 qubits. Donc le premier je vais l'appeler Q, donc c'est le qubit d'indice 0, et puis le deuxième je vais l'appeler R, qubit array indice 1. Voilà. Et alors, une fois qu'on a ces 2 qubits, Q et R, on va pouvoir commencer à leur appliquer des portes quantiques. Et donc la première porte qu'on va appliquer au qubit Q, c'est la porte de Hadamard. Donc j'ai noté H ici. Et vous savez peut-être que cette porte, elle va mettre le qubit Q qui était avant dans l'état 0. Quand on commence avec un qubit, on nous le donne toujours en QSharp dans l'état 0. Et ensuite, une fois qu'on lui applique la porte H, il va se retrouver dans un état de superposition. Donc c'est-à-dire qu'il va être dans l'état 0 avec un certain poids et 1 avec un autre poids. Donc je note ici en commentaire Q est dans un état de superposition. Voilà, et donc il n'était pas avant la porte H, et maintenant il est dans cet état de superposition. Et alors une fois qu'on a fait ça, on va appliquer une deuxième porte quantique, un petit peu plus compliquée, parce qu'elle va faire intervenir à la fois le qubit Q et le qubit R, et donc c'est la porte C-note ou control note. Donc ce que fait cette porte, c'est qu'elle applique une porte note, une porte non, au qubit R, si et seulement si le qubit Q est dans l'état 1. Alors je vais mettre ça dans les commentaires et puis je vais expliquer. Donc applies a NOT gate to R if Q is in state 1. Et alors les états quantiques, je les note toujours avec un ket comme ça, pour bien montrer que c'est de la mémoire quantique et pas de la mémoire classique. Donc voilà, donc si le qubit Q est dans l'état 0, il ne se passe rien, et si le qubit Q est dans l'état 1, eh bien le qubit R va voir son état changer. Il va passer de 0 à 1. Là, c'est ce qui va se passer parce que le qubit R, on nous l'a donné dans l'état 0. Mais si le qubit R était déjà dans l'état 1, il serait passé de l'état 1 à l'état 0. Et alors là, c'est un peu particulier ce qui se passe, parce que, à cause de la porte H qu'on a appliquée juste avant, le qubit Q, il est déjà dans un état de superposition. Donc il est en partie dans l'état 0 et en partie dans l'état 1. Et comme le comportement de la porte C-note dépend justement de l'état du qubit Q, et bien ce qui va se passer, c'est que la partie, lorsque le qubit Q est dans l'état 0, le qubit R va rester dans l'état 0, il ne va rien lui arriver. Mais lorsque le qubit Q est dans l'état 1, on va appliquer une porte note au qubit R, qui va donc lui aussi passer dans l'état 1. Donc si on fait le bilan, à la fin, soit ils sont tous les deux dans l'état 0,
soit ils sont tous les deux dans l'état 1. Et c'est ça justement, avoir des qubits intriqués. Enfin, c'est un exemple de qubit intriqué, parce que ce qui se passe là, c'est qu'on ne peut pas décrire l'état de chaque qubit individuellement, on est obligé de décrire le système global. Donc je vais être obligé de dire, soit les deux qubits sont dans l'état 0 avec un certain poids, une certaine probabilité, soit les deux qubits sont dans l'état 1. Et alors on va vérifier tout ça en continuant ce programme Q-Sharp. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer ces deux qubits. Donc si je mesurais un seul qubit, j'utiliserais la fonction m, mais là comme j'en mesure deux, j'utilise multi-m, et donc je vais lui donner à multi-m en argument notre tableau de qubits, notre array de qubits, donc c'est le qubit Q et le qubit R, et puis je vais afficher le résultat. Donc là il y a une syntaxe un petit peu particulière, normalement ce qu'on va afficher ça va être un string, une chaîne de caractères. Donc c'est pour ça que je mets des guillemets. Mais comme là j'ai besoin de passer une variable, je mets cette variable entre accolades, de façon à ce qu'il n'affiche pas result, mais la valeur de la variable result. Et puis c'est pour ça que j'ai mis un $, devant, c'est pour qu'ils comprennent bien cette syntaxe. Et donc voilà, là ça termine ma fonction create entangled pair. Et donc je vais pouvoir l'exécuter en faisant shift entrée, comme tout notebook. Et alors là, comme on utilise Binder en ligne, ça met un peu de temps à s'exécuter. Et ce qu'on peut faire en attendant, dans cette nouvelle cellule, c'est qu'on va pouvoir commenter un peu ce qu'on a fait. Donc on va dire que c'est une cellule de type Markdown. Donc c'est utile pour faire des commentaires. Et là, bon, on l'a déjà un peu fait à l'oral, mais on va expliquer ce qui se passe lorsqu'on applique la porte CNOT au qubit Q et R. Donc comme on l'a dit, si Q est dans l'état 0, il ne se passe rien, nothing happens. Voilà, et si Q est dans l'état 1, eh bien, ça applique une porte NOT, apply the NOT gate to qubit R. Voilà. Et puis, voilà, comme c'est une cellule Markdown, quand je l'exécute, ça nous met bien le commentaire comme ça. Ah, et alors là, l'opération a fini d'être compilée et on nous dit qu'il y a un problème, qui est que la fonction multi-m n'existe pas. Et ça, c'est parce que j'ai oublié de charger le bon namespace. Donc c'est un peu comme les packages en Python. La fonction multi-m, elle existe, mais il faut aller la chercher. Pardon, la syntaxe est open. Open microsoft.quantum.measurement, c'est le nom du namespace dont on a besoin. Voilà, et si là je recompile, ça devrait être bon. Et alors, dès qu'on aura l'opération create entangled pair de disponible, ce qu'on va pouvoir faire, c'est l'exécuter avec la commande magique simulate, comme on avait fait dans la vidéo précédente. Donc je mets simulate create entangled pair, et voilà. Voilà, et donc là on a eu le résultat de la mesure, ça fait 1,1. C'est un des résultats auxquels on s'attendait, 1,1. Et donc là je l'ai relancé, on a eu à nouveau 1,1. Mais bon, une troisième fois 1,1, qui est effectivement l'un des deux résultats possibles. Mais ce qui se passe, c'est que l'autre résultat possible, c'est 0,0. Et effectivement, du cinquième coup, j'ai réussi à avoir 0,0. Et donc si on le lançait un très grand nombre de fois, on verrait qu'on a à peu près autant de fois 1,1 que 0,0, parce qu'on a une superposition uniforme entre ces deux états possibles. Donc on a bien ainsi créé une paire de qubits intriqués. Ce qui était important de voir, c'était surtout comment on pouvait utiliser un notebook Q-Sharp et créer ses propres opérations, comment on pouvait créer des cellules en Markdown pour commenter un petit peu le code. Ça conclut cette vidéo, merci pour votre attention. Dans la prochaine vidéo, on va parler de comment installer Q-Sharp en local et utiliser un IDE comme VS Code par exemple pour développer du code Q-Sharp en local. A bientôt!